TV+, entretien exclusif avec un membre éminent du Parti démocratique gabonais, un ancien ministre délégué, un ancien ministre également. Il est actuellement député du 4e arrondissement de Libreville pour le compte du Parti démocratique gabonais. Il n'est plus à présenter parce que, évidemment, sur le terrain, continuellement, et les Gabonais le connaissent bien, les Gabonais, surtout ceux du 4e arrondissement de Libreville, qu'ils côtoient quotidiennement. Il s'agit bien sûr de Hugues Alexandre Barrault Chambrier, Monsieur le ministre. C'est comme cela qu'il faut désormais vous appeler, même si vous ne l'êtes plus. Merci de nous avoir accordé votre temps pour effectivement nous entretenir avec vous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Patrick Serrano, et c'est moi qui vous remercie de m'accorder le temps d'échanger avec vous sur des questions importantes. Voilà, des questions importantes. On va se baser essentiellement sur la situation sociopolitique du pays, mais on parlera également de la vie politique de Hugues Alexandre Barrault Chambrier en même temps qu'on va s'arrêter, et ce sera la dernière partie de cet entretien exclusif sur les questions liées à l'économie gabonaise. Vous comprendrez pourquoi dans cet entretien. Monsieur le ministre, comme je vous disais déjà, merci, mais nous savons que vous êtes effectivement quelqu'un de très important dans l'échiquier politique national, et par les fonctions que vous avez occupées, les postes que vous avez occupés, les fonctions que vous avez exercées. Et je précise pour nos chers téléspectateurs que je vais leur livrer votre biographie qui est du reste disponible. Vous nous permettrez d'ailleurs de la partager avec vos chers compatriotes. Alors, vous êtes Hugues Alexandre Barrault Chambrier, agrégé des facultés de sciences économiques et diplômé en sciences de gestion de l'université Paris 9 Dauphine, c'est en France. On note que depuis 1988 à 1990, vous occupez successivement les responsabilités de conseiller économique du ministère du Commerce et secrétaire d'État chargé de la culture et de la francophonie au sein du gouvernement de la République gabonaise. De 1990 à 1994, vous assumez les fonctions de conseiller économique et financier du Premier ministre, et durant la période 1994-2002, vous avez successivement été administrateur suppléant, puis administrateur du Fonds monétaire international à Washington, aux États-Unis, représentant bien entendu 24 pays africains. Il vous a d'ailleurs été possible de collaborer avec l'actuel président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, et vous avez été également ministre délégué auprès du ministre de l'économie forestière, des eaux, de la pêche, de l'environnement, chargé de la protection de la nature. Nous sommes là en 2004-2005, et vous avez par la suite été ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, du budget, de la privatisation, et ce de 2006 à 2007. Ensuite, ministre délégué auprès du ministre de l'économie forestière, des eaux, de la pêche et de l'agriculture, chargé des eaux et de la pêche. C'était en 2008-2009, ministre délégué auprès du ministre du développement, de la performance publique, de la prospective et de la statistique. C'était en 2009. Et le 14 janvier 2011, vous étiez ministre des Mines, du pétrole et des hydrocarbures. On note par ailleurs que vous êtes père de famille, et nous rappelons également que vous êtes titulaire de nombreuses distinctions honorifiques qui notent évidemment que vous êtes également enseignant au département des sciences économiques de l'université Omar Bongo de Libreville. Une biographie bien fournie, monsieur le ministre. Écoutez, j'ai quand même atteint un âge qui justifie que très modestement, j'ai eu l'opportunité d'exercer des responsabilités très tôt dans mon pays, dans notre pays et dans les institutions internationales avant de revenir au Gabon. Mais la base, mon métier de base, si je puis dire, c'est d'enseigner.
c'est d'enseigner mes étudiants à l'université. Et j'ai également eu la chance de dispenser des enseignements dans d'autres universités en Europe et aux États-Unis. Et j'avoue que c'est un plaisir de continuer d'être au contact des jeunes qui sont l'avenir de notre pays. Donc, c'est vrai, je pense que j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans le secteur privé. Ce volet, effectivement, n'apparaît peut-être pas suffisamment, d'abord dans l'industrie du bois au Gabon, et à travers ma participation à un cabinet de consultants international, à l'époque l'Institut international pour l'Afrique, et aujourd'hui, effectivement, j'ai constitué un cabinet de consultants qui me permet effectivement de travailler dans différents pays et de rester donc au contact de ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays. En plus de cela, mon expérience dans le secteur public, où très tôt j'ai pu accompagner un certain nombre de personnalités politiques, d'ailleurs, qui sont encore actifs sur le marché politique, qu'il s'agisse du ministre du Commerce de l'époque, du Premier ministre de l'époque, Casimir Oyemba, et ça a été une période très intéressante. Lorsque je suis revenu du Gabon, vous l'avez dit, le président Omar Bongo m'a fait l'honneur d'avoir des responsabilités éminentes au sein des gouvernements. Et jusqu'à la transition, l'Assemblée nationale, le gouvernement à nouveau, l'Assemblée nationale, c'est dire que je suis un habitué également de la maison du Parlement. C'est d'ailleurs mon occupation, une de mes occupations principales, c'est de siéger au palais Léon-Mba pour participer au travail de l'Assemblée nationale. Voilà. Monsieur le ministre, justement, votre dernier poste occupé au sein du gouvernement de la République, on l'a précisé, c'est bien le poste de ministre des Mines, du Pétrole, de l'Énergie et des Hydrocarbures, où vous passez un an. Et depuis lors, on ne vous a plus revu, du moins sur la scène politique, au-delà même des activités, de vos activités au sein de votre circonscription politique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez mal perçu la sortie du gouvernement, juste pour y avoir passé un an? Pas du tout. Vous savez, bon, pour faire court, je ne vous ai pas dit que, mais vous l'avez noté, que j'avais été secrétaire d'État à la culture, à la jeunesse et au sport, à la fin des années 89 et au début des années 90, pendant la conférence nationale. Et vous vous souviendrez que c'est probablement le gouvernement qui a une durée de vie la plus brève de toute l'histoire de la République, puisqu'après la conférence nationale, il a fallu mettre en place, le chef de l'État, à l'époque, mettait en place un gouvernement de large ouverture. Donc, la vie publique, la vie professionnelle tout court, est ainsi faite d'expériences diverses et variées. Et j'avoue que je m'estime privilégié d'avoir eu l'occasion de servir pour mon pays au niveau du gouvernement de la République
au niveau de l'Assemblée nationale et également, je crois que ça a été une période intense de ma vie au niveau d'une institution internationale telle que le Fonds monétaire international. J'avoue que servir 24 pays pendant près de 8 années, cela m'a donné une expérience unique et je pense que probablement c'est l'une des périodes les plus marquantes de ma carrière qui, j'espère, évidemment, nous réserve encore des surprises, mais il ne faut jamais regarder en arrière parce que la vie vous donne des opportunités parfois insoupçonnées et je crois que ce qui est important, c'est de faire le mieux possible les tâches qui vous sont assignées et je suis très heureux de sillonner ma circonscription politique, d'échanger avec les populations du 4e arrondissement, qu'il s'agisse de ma fonction de député, également d'élu local. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait passionnant, de même que le travail à l'Assemblée nationale aussi fait appel à des échanges, des contacts avec les autres collègues. C'est une expérience aussi tout à fait passionnante, tout à fait enrichissante. Et mes activités de consulting aussi qui me permettent de pouvoir utiliser les différentes cordes que je peux actionner, utiliser. Donc, véritablement, je ne m'ennuie pas. Et je me satisfais de cette diversité, en plus de mes activités d'enseignant, qui, effectivement, m'occupe également d'une certaine manière. Donc vous voyez que je ne m'ennuie absolument pas et je suis épanoui, heureux. Je n'ai pas d'amertume, pas du tout. Et je pense que ce sont des périodes qui nous permettent de pouvoir regarder l'évolution du pays avec aussi un certain recul, parce que vous n'êtes pas dans l'action quotidienne avec toutes les pressions, tous les intérêts divers qui sont en cause lorsque vous avez la charge de gérer un département ministériel. Absolument. Tout cela, sans doute, pour avoir été à l'école des anciens, de qui vous héritez sans doute cette persévérance et cet amour pour justement ce que vous faites. Je voudrais faire allusion à votre illustre père, qui lui également a fait ses preuves dans le monde politique également. Alors notons au passage que vous êtes député du 4e arrondissement de la commune de Libreville et vous êtes par ailleurs membre éminent membre permanent, devrait-on dire, du Parti démocratique. Comité permanent. Du comité permanent du Parti démocratique gabonais. Nous voulons quand même avoir votre avis sur la situation politique du moment. Mon avis, c'est un constat que nous faisons tous. Nous observons depuis quelques mois une dégradation de la situation du climat social à travers différentes grèves récurrentes dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur pétrolier. Tout cela participe de revendications, certes légitimes, mais nous avons le sentiment que les attentes sociales sont fortes et qu'il y a dans le dialogue social effectivement un lien
qui apparaît comme difficile. C'est la raison pour laquelle, au moment des vœux, le président de la République a instruit le gouvernement de pouvoir reprendre langue avec les syndicats, les autres représentants des organisations professionnelles pour pouvoir trouver des compromis. Il y a cela. Il y a également comme un malaise au niveau politique au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'échéance présidentielle avec des discussions, des contestations à travers des manifestations qui ont donné lieu à des dérapages malheureux à travers le décès d'un de nos compatriotes. Il y a le sentiment que les uns ne font pas confiance aux autres en matière de débat démocratique où il faut effectivement trouver des espaces pour favoriser le débat démocratique. Il y a des polarisations sur des personnes, sur des personnalités et parfois des débats sur les origines de tels responsables, mais pas seulement vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de certains responsables de l'opposition. Et je trouve que ces débats, malheureusement, finissent par créer effectivement des tensions, finissent par occulter peut-être des vrais sujets. Et tout cela envenime un peu le climat politique. Donc je crois qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, qu'il y a une accumulation de tensions sociales, de tensions politiques, qui, si nous n'y prenons garde, à travers les surenchères, à travers les échanges violents, verbaux, parfois physiques, à la suite de ce déchaînement de violence, de casse, il faut absolument que l'on retrouve la voie du dialogue, la voie de la sagesse, la voie du bon sens pour considérer que, au-delà de tout, ce qui est en cause, c'est la cohésion de notre pays, c'est la paix sociale, c'est de faire en sorte que nous ne donnions pas une image détestable de notre pays par rapport à l'extérieur, par rapport à ce que nous pouvons attirer comme investisseurs dans notre pays, par rapport à l'image que nous dégageons. Donc voilà, c'est un constat que nous faisons tous et il m'a semblé important de me joindre aux autres aussi qui, dans notre pays, des responsables éminents estiment qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Il y a le fait de mettre tout le monde autour de la table et effectivement dans cette crise socio-politique malheureusement il y a les revendications. On revient dessus parce que c'est bien plus important, c'est bien plus préoccupant parce qu'il s'agit des pans entiers des secteurs d'activité. Il y a l'éducation, il y a le secteur pétrole, il y a tous les secteurs semblent s'être donné le mot pour soulever au même moment les préoccupations qui sont les leurs. Y a-t-il possibilité, par exemple, de satisfaire tout le monde au même moment, puisque finalement, personne, même pendant les négociations, chacun veut tirer la couverture de son côté? Il est difficile de satisfaire tout le monde au même moment. Je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas directement concerné dans la gestion de ces questions, même si à l'Assemblée nationale, nous avons également un rôle à jouer au moment de l'approbation
des décisions, des textes qui seront pris. Là encore, ça justifie la nécessité de mettre tous les éléments de la situation économique, financière, sociale sur la table. Il est important que nous ayons un débat véritable sur la réalité de la situation économique et financière aujourd'hui et sur les perspectives également avec, comme tout le monde le sait, la baisse du prix du pétrole en l'espace de 6 mois de plus de 55%. Vous vous imaginez bien qu'une telle réduction a un impact sur les recettes budgétaires et que les discussions qui ont cours, en tout cas, au niveau de la fonction publique, ne peuvent pas occulter cette donnée fondamentale de notre économie. On ne peut pas non plus occulter que les évolutions salariales doivent être mises en rapport avec l'accroissement de la richesse du pays, avec l'évolution de la productivité du travail, qu'il s'agisse du secteur public et encore davantage d'un secteur privé qui est en compétition avec d'autres pays, qui est en compétition avec d'autres secteurs pour lesquels nous voulons dégager des avantages comparatifs, pour lesquels nous voulons être à la pointe des exportations de certains produits qui doivent aujourd'hui être transformés, ce qui est également un élément favorable des orientations qui ont été prises ces dernières années. Donc voilà tout un ensemble de questions, de problèmes qu'il faut mettre autour de la table pour que les choses n'aillent pas dans tous les sens et pour que les uns et les autres ne s'estiment pas à la fin les dindons de la farce. Parce qu'on peut toujours promettre, on peut toujours faire la démagogie, mais nous sommes rattrapés par les réalités économiques et financières qui sont là. Vous savez que nous avons déjà une masse salariale qui, ces 5 dernières années, avoisine les 700 milliards de francs CFA, à laquelle il faut intégrer toute une série de primes qui étaient distribuées de manière un peu discrétionnaire dans les ministères financiers, dans certains ministères. Et tout cela doit être effectivement compatible avec les ressources propres du pays, les ressources propres en dehors du secteur pétrolier du pays, chacun étant conscient de ce que les ressources pétrolières sont par définition fluctuantes. Donc tout cela nécessite que nous puissions garder la tête froide. Tout cela nécessite des efforts pour la justice sociale, parce qu'il faut s'assurer que la répartition des ressources pétrolières et non pétrolières s'effectue de manière équitable, et il faut s'assurer que cette répartition tient compte également des efforts de productivité des uns et des autres. Voilà, les efforts de productivité des uns et des autres, il faut bien entendu l'implication des petites et moyennes entreprises locales, ces petites et moyennes entreprises et d'autres opérateurs dans différents secteurs aujourd'hui qui pointent un doigt accusateur vers le gouvernement de la République qui leur devrait
beaucoup d'argent, une dette intérieure suffisamment ronflante et qui aujourd'hui pousse effectivement les entreprises à mettre, pour certaines, la clé sous le paillasson quand elles ne sont pas obligées, par exemple, d'amoindrir leur masse salariale. Écoutez, je vous remercie de mettre l'accent sur cette question de la dette des entreprises, des petites comme des moyennes entreprises, qui sont celles qui contribuent à créer des emplois. Vous savez, en politique comme en économie, la confiance est un élément essentiel. En économie et dans les questions de finances publiques, la crédibilité est un élément très important. Et tout cela participe de la nécessité d'avoir une attitude transparente, participe de la nécessité d'avoir des confrontations sur les chiffres, bien sûr de s'assurer du respect des règles en matière d'octroi de marchés publics. Tout cela participe de la nécessité de contrôler le service fait. Il y a des responsables de l'administration qui sont voués à ces tâches, mais ce qui est important, c'est d'échanger, de discuter, et une fois que les décisions sont prises, de respecter les engagements. Chacun doit respecter ses engagements. Il y va de la crédibilité des différents acteurs. Pour ma part, j'entends comme vous les annonces qui ont été faites. Il semble qu'il y ait récemment eu 170 milliards. 155 milliards. Bon, 155 milliards qui a été mis à la disposition des entreprises qui sont en attente de règlement. Je crois que il faut poursuivre ces efforts qui sont absolument indispensables pour éviter que les entreprises ne mettent la clé sous le paillasson. Parce que à travers ces délais de règlement qui sont de plus en plus longs, à travers ce contre-choc pétrolier qui va avoir encore un impact sur les recettes budgétaires, il est absolument impérieux de faire la part des choses pour aider le tissu économique, social, local, qui doit passer cette période qui s'annonce difficile, et sans concours régulier de l'État, sans concours du système bancaire qui lui-même doit permettre de jouer pleinement son rôle, alors si les choses ne sont pas bien réglées, que le suivi n'est pas régulier et que la rigueur dans la gestion des finances publiques n'est pas totale, nous risquons effectivement d'assister à des fermetures d'entreprises. Mais nous souhaitons véritablement que ces problèmes soient pris en compte pleinement. Et c'est la raison pour laquelle, avant de prendre des engagements supplémentaires dans d'autres secteurs, il faut s'assurer que les entreprises qui sont déjà au Gabon, qui ont rempli convenablement certaines conditions de livraison des marchés, de livraison de certaines prestations, soient pleinement compensées
pour ces travaux, pour ces arriérés qui à un moment donné peuvent mettre l'économie en difficulté.